Une délégation gouvernementale à Djibo aujourd'hui, 8 jours après l'enlèvement du docteur Elliott Simon Combré et 3 autres membres du gouvernement ont eu des échanges avec les forces vives de la localité. Au menu, les questions de sécurité, des précisions dans ce journal. C'est toute la ville de Djibo qui se mobilise pour la libération du médecin australien et de son épouse. Les manifestations spontanées se succèdent depuis leur enlèvement. Après les élèves, ce sont toutes composantes sociales qui étaient hier dans la rue pour exiger leur libération. Encore une vague de jeunes burkinabés expulsés de la Guinée. Plus d'une centaine d'entre eux sont arrivés à Bobo ces derniers jours. D'autres sont toujours en route. Tous étaient dans l'orpaillage. Leur rêve du bon filon en cours. Ils sont de retour après un long et difficile périple. Témoignage à suivre. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 4 membres du gouvernement à Djibo aujourd'hui, 8 jours après l'enlèvement du docteur Elliott et de son épouse. La délégation gouvernementale est allée à la rencontre des forces vives de la localité. Un seul sujet au centre des échanges, la sécurité compte rendu, Pawan Drogo, Jean Zongo et Yarkiteda. Tristement assis, Mohamed Sissé pense impunément son avenir sanitaire. Ils sont actuellement 29 pensionnaires dans cette réflexion quotidienne après l'enlèvement du couple Elliott. Ils étaient là avec l'air mal et on les a opérés et on est venu enlever le docteur. Et lui, ils sont là maintenant, ils sont très mécontents. La clinique et ses occupants ont besoin de soutien et de réconfort. Le gouvernement dépêche alors 4 ministres à Djibo pour cela. Après une visite des lieux et après s'être imprégné du travail abattu depuis 1972 par Dr Elliott, l'exécutif fait des propositions. Les soins seront faits, à mon avis, sous la supervision du médecin-chef du district. Le deuxième aspect, j'ai demandé à ce niveau au médecin-chef, qui est en train de faire le travail actuellement, de me faire le point exact sur ce personnel-là, quel type de personnel c'est, comment ils sont gérés en termes de rémunération, quels sont les qualificatifs, ainsi de suite. Que nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons quand même avoir des mesures d'accompagnement et des mesures sociales pour réutiliser ce personnel, donc au niveau, localement ici, au niveau du district sanitaire. En attendant la mise en œuvre effective de ces propositions, malades et personnels se sentent déjà soulagés. Ça nous honore beaucoup parce que vraiment, depuis l'enlèvement du docteur, nous ne savions quoi dire. Mais aujourd'hui, la présence de la délégation gouvernementale, nous sommes à 100% sûrs que nous ne sommes pas les touchés par l'enlèvement du docteur Elliott. Pour le chef de la mission, Simon Compaoré, l'enlèvement du docteur Elliott est un choc pour la population et une peine pour la nation. La clinique reçoit des patients du Somme et d'autres localités du Burkina, ainsi que des pays voisins. Voilà, comme vous l'avez vu, la délégation gouvernementale conduite par le ministre Simon Compaoré s'est rendue à la clinique Elliott. L'enlèvement du médecin australien a plongé les pensionnaires et le personnel, comme vous l'avez vu, dans le désarroi. Les ministres sont allés apporter un message de soutien et de réconfort. Et comme je vous le disais, la délégation gouvernementale a également eu des échanges avec les forces vives de la localité. Nous allons y revenir. Et puis depuis l'enlèvement du médecin australien et de son épouse il y a de cela 8 jours, c'est la grande mobilisation à Djibo pour réclamer leur libération. Les manifestations spontanées se multiplient. D'abord les élèves et puis hier, ce sont toutes les composantes sociales qui étaient dans la rue. Religieux, coutumiers, travailleurs ou simples citoyens, tous sont sortis pour exiger la libération du couple d'octogénaires qui était installé à Djibo depuis plus de 40 ans. Mokhtar Ouedraogo et Draman Guéné. Toutes les forces vives de Djibo marchent. Musulmans, chrétiens, coutumiers et autorités sont tous dans la rue pour exiger la libération sans condition du docteur Elliott et son épouse, enlevés en plein cœur de la ville. Une marche à la lune hier. Seigneur, en ce jour, nous te supplions que ta puissance se manifeste maintenant à travers le cœur pour que, Seigneur, dans ta puissance, tu puisses libérer notre bienfaiteur. Après Dieu, c'est le gouvernement qui est sollicité pour traquer les ravisseurs des humanitaires australiens. C'est pour exprimer la colère face à ce que ces gens sont venus s'aimer dans la ville de Djibo. On a souhaité exprimer aux autorités pour qu'eux aussi ils prennent l'affaire au sérieux quand même pour qu'on retrouve les traces.
quelles que soient les mesures qu'ils doivent prendre, comme l'avait dit Hitler, les temps extraordinaires, des mesures extraordinaires, ils doivent mettre tout au point pour que Elliott puisse revenir ici. Cette marche, c'est aussi l'occasion pour ces manifestants de demander le renforcement de la sécurité dans le Sahel, une zone qu'ils jugent très poreuse. Que les barrières de sécurité soient très bien mises au point pour que réellement il n'y ait pas des infiltrations. Parce que nous sommes dans une zone là, dans une localité vraiment sensible et dans un coin stratégique où les terroristes peuvent pénétrer et puis nous laisser à leur merci. Djibo dit rester toujours mobilisé jusqu'à la libération du couple Elliott, établi ici depuis 1972. Une marche également à Ouagadougou pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes du 15 janvier et dire non à la barbarie. Elle vient tout juste de s'achever. L'idée est née sur les réseaux sociaux et a mobilisé de nombreux citoyens. Ce soir même sur l'avenue Kwame Nkrumah, après avoir marché silencieusement sur environ 1 km, les marcheurs ont déposé des bougies et des fleurs à côté du restaurant Cappuccino et de l'hôtel Splendide. L'une des organisatrices revient ici sur le sens de cette manifestation. Elle s'exprime au micro de Konsoun Koulibaly et Pascal Canet. Au palais de Kostiam, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, dit être allé réitérer la solidarité de son institution au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et au peuple burkinabé à la suite des attentats survenus au Burkina. En même temps que la CEDEAO condamne ces actes, la CEDEAO voudrait exprimer ses condoléances à toutes les familles endeuillées, au gouvernement et au peuple burkinabé pour ces pertes immenses, et également souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Nous avons saisi l'occasion également pour examiner avec le président du Faso les voies et moyens de renforcer notre coordination au niveau régional pour lutter contre le terrorisme. Dr Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité de l'interdiction complète des essais nucléaires, est aussi revenu sur les attaques terroristes au cours de son entretien avec le président du Faso. Le président du Faso aussi me faisait cas de l'incident de ce matin, l'attaque justement d'un dépôt qui n'est pas forcément de la même source que l'attaque terroriste, mais qui constitue un ensemble d'événements dont le président du Faso est très préoccupé. Il m'a parlé de sa préoccupation parce que le président du Faso est garant de la paix et de la sécurité dans ce pays. Donc nous avons échangé sur cette question et voir comment, de façon internationale, parce que c'est un fléau quand même qui est international. À fléau international, il faut une coopération internationale. À l'issue des deux entretiens avec Roch-Marc Christian Kaboré, les deux personnalités ont réaffirmé la nécessité de leur organisation respective à la mutualisation des efforts pour venir à bout du terrorisme. Encore un problème dans la gestion de ce journal. On espère qu'on pourra le mener jusqu'au bout. Vous avez plutôt suivi deux personnalités qui sont allées exprimer leur soutien au président du Faso et au peuple burkinabé. Il s'agit donc de Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité de l'interdiction complète des essais nucléaires, et Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. On va espérer donc retrouver le point de vue des organisateurs de la marche silencieuse de ce soir sur Kwame Nkrumah d'ici la fin de ce journal. Les messages de soutien et de compassion affluent partout depuis les attaques du 15 janvier. C'est le cas notamment au Niger. Le Premier ministre nigérien est allé porter son message au consulat général du Burkina Faso à Niamey. Les autorités nigériennes parlent d'actes barbares et se disent déterminées à mener le combat contre le terrorisme aux côtés du Burkina Faso. Reportage de nos envoyés spéciaux Mamadou Dabiré et Olopoda. Le Premier ministre nigérien à la représentation du Burkina Faso à Niamey, Brigué Rafini, est venu témoigner la solidarité de son gouvernement au peuple du Burkina Faso suite à l'attaque terroriste qui a endeuillé la nation burkinabé. Et en ces moments douloureux, le chef du gouvernement nigérien assure les autorités burkinabées du soutien de son pays. Nous sommes très affligés parce que nous avons appris ces actes ignobles, ces actes inqualifiables qui sont perpétrés par des individus sans foi ni loi. Et nous condamnons avec la plus grande, la plus forte
énergie ce genre d'actes que nous ne tolérons pas pour notre espace. À l'image des autorités nigériennes, les corps diplomatiques accrédités au Niger ont posé le même acte. Ils ont signé le livre des condoléances pour exprimer leur consternation et leur sentiment de compassion au peuple burkinabé. Nous ne cessons depuis 2 jours de recevoir vraiment toutes les sympathies et tous les soutiens nécessaires vraiment pour nous aider à supporter cette dure épreuve vraiment qui a été injustement causée au burkinabé. Tous ici condamnent les actes barbares perpétrés par des groupes terroristes le 15 janvier dernier à Ouagadougou. Pour ces pays amis, ils unissent les forces pour combattre le terrorisme qui attriste de milliers de personnes à travers le monde. Voilà les problèmes qui s'accumulent dans ce journal. Toutes nos excuses pour cette longue interruption due à une panne technique. Je vous le disais, l'ADF-RDA s'est prononcé aujourd'hui sur la situation sécuritaire du pays. Pour le parti de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, il faut revoir le dispositif de sécurisation du territoire en accordant plus de moyens aux forces de l'ordre. L'ADF-RDA estime en outre qu'il faut mettre un accent particulier sur le renseignement. Et dans ce contexte difficile, le parti de l'éléphant souhaite l'union sacrée de tous les Burkinabés. Jean-Eudes Bayala et Aruna Maré pour le reportage. Rassemblement démocratique africain ADF-RDA condamne les attaques terroristes du 15 janvier dernier. Le parti invite le peuple tout entier à l'union sacrée. Pour prévenir de telles attaques, le secrétariat exécutif national du parti préconise. Il y a à renforcer et à revoir les services de sécurité, à voir les services de renseignement. Il y a également à voir aussi pour le moyen terme la politique en matière de lutte contre la pauvreté, d'accès à l'emploi de la jeunesse, parce que ce sont des questions qui se tiennent. Parce que ces populations, ces personnes-là utilisent généralement les populations vulnérables. À cette rencontre statutaire, il a également été question des municipales de 2016 et de la participation du parti aux manifestations en hommage aux victimes des attaques terroristes. L'ADF-RDA souhaite que plus de moyens conséquents soient alloués aux forces de défense et de sécurité. Les incendies constatés ça et là ces derniers jours, auxquels s'ajoute l'attaque du camp de Yimdi, n'ont pas été occultés lors de ces échanges avec les médias. Ce que je peux dire, et ce que notre formation peut dire, que ce soit des concours de circonstances, que ce soit des actes prémédités, nous souhaitons que cela ne se produise et ne se répète pas dans notre pays, le Burkina Faso. Le parti invite la population à plus de vigilance et à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. L'ADF-RDA a aussi salué la contribution des différents partis qui lui ont permis d'asseoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour eux, l'aventure aura tourné court. Ils sont plus d'une centaine de jeunes Burkinabés expulsés de la Guinée. Tous travaillaient dans leur voyage et rêvaient du bon filon. Ils sont arrivés ces derniers jours à Bobo-Dioulasso après un long et difficile périple. Un reportage de Karim Sissé. Après 2 ans passés sur les voyages en Guinée-Conakry pour certains, exemple d'autres, ces jeunes Burkinabés sont de tout au Bercail. Au nombre de 108, ils ont été expulsés de ce pays où ils travaillaient. On était là, on travaillait. Bon, il y avait une nouvelle qui apparaissait. Dans que tout Burkinabé, le Malien, aucun quitté en leur territoire, bon, nous ne savions pas à cause. Pourquoi quitter, nous ne savions pas. Donc, à ce soir, on partait sur ce village. On demandait à savoir pourquoi on nous demande de quitter. Et ça, quoi, il faut comprendre qu'il n'y a rien, on ne peut pas vous chasser ici, la terre nous appartient, vous allez laisser ici, ici c'est comme si vous pouvez travailler ici. Samoussa Belem a quitté le Faso pour la Guinée-Conakry en 2013. Ce rapatrié nous relate ici ce qu'il a vécu ces derniers moments avant de fouler le sol du pays des hommes intègres. Ils nous ont tous pillé, tout ce qu'on avait, ils ont pris. Même si tu as un bon habit, on enlève tout, les chaussures, l'or qu'on avait réservé, on avait économisé, ils ont tout pris. Bon, et puis on n'avait rien comme à manger. À 3 personnes comme ça, on nous donnait une mise du pain. Si on gagne ça, demain encore c'est ça. Le convoi était à l'autorité de la place et des dispositions ont été prises pour permettre à tout un chacun de regagner sa famille. On a pu faire venir mon hier soir à Bobo ici, qu'on a hébergé au stade de la Misana, juste pour passer la nuit. Et ce matin, très tôt, il y a un convoi de 42 personnes qui allaient à Ouaga
pour déposer ceux qui sont du centre et des autres régions autour de Ouaga. Et il est resté 56 ici. Donc 54 des hauts bassins, il y a un du sud-ouest, je crois qu'il y a un ou deux de beaucoup de monde qui sont restés ici, que nous allons nous occuper pour les faire rejoindre leur famille. Au moment où nous quittions le lieu, le directeur régional de l'action sociale des Hauts-Bassins nous a fait savoir qu'un convoi de 80 personnes était à la frontière en provenance toujours de la Guinée-Conakry. Et puis le grand marché de Bobo-Dioulasso qui s'ajoute à la liste déjà longue des sites touchés ces derniers jours par des incendies. Hier, aux premières heures de la matinée, 5 boutiques ont brûlé. Un problème électrique pourrait être la cause. Constat Idrissa Warga et Kami. À quelques 100 mètres de l'arrêt nord du marché Bobo-Dioulasso, l'on se déploie pour la reprise des activités après le passage de l'incendie du 21 janvier 2016. Nous sommes en train de réaménager nos boutiques. C'est que déjà le feu a pris ce qu'il devait prendre. Et bon, en tout cas, les causes pour le moment, on ne peut pas définir, mais ce que les gens pensent, c'est un problème d'électricité. Et en tout cas qui a déclenché l'incendie. J'avais du ciment, 7 tonnes de ciment que je venais de déposer. Et puis les tôles, voilà, les dessus des tôles là sont brûlés. Sur les lieux des décombres, la délégation gouvernementale venue témoigner de l'aide du gouvernement aux victimes. Nous avons trouvé nécessaire, utile et même obligatoire de venir les rencontrer physiquement et leur témoigner toute la solidarité de ce gouvernement. Il fallait également que nous voyions de visu l'ampleur des dégâts. Ce qu'on a remarqué, c'est de l'import-export. Ça peut impacter, je veux dire, la mise à disposition de ces produits-là sur le marché. 5 boutiques ont été touchées par l'incendie, des boutiques qui contenaient pour la plupart des produits électroménagers, du matériel de construction, des intrants agricoles et des produits alimentaires. Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, des pistes de solutions sont en voie de réflexion afin de venir à bout des problèmes récurrents d'incendie dans nos villes. Et puis toujours à Bobo-Dioulasso, on s'arrête sur un phénomène qui prend de l'ampleur. Des feux tricolores et des panneaux de signalisation transformés en support pour des affiches de tout genre. Dans certains cas, c'est même la sécurité des usagers de la route qui est menacée. L'une de nos équipes sur place s'est intéressée au sujet. Karim Ilboudo et Ali Traoré. Panneaux publicitaires ou prescriptions médicales, ces affiches sont visibles un peu partout sur les feux tricolores et autres panneaux de signalisation de la ville. Sur ces affiches, on peut lire avis de recrutement pour une entreprise de la place ou encore faiblesse sexuelle, traitement efficace. Si elles sont un moyen pour des structures ou individus de faire la promotion de leurs produits, ces affiches aux abords des voies sont mal perçues par certains usagers. Les feux tricolores, ce n'est pas des panneaux publicitaires. Les feux tricolores sont faits pour que les gens passent normalement pour bien circuler, mais si tu te constates, on appelle les publicités, tu peux ne pas bien voir le feu tricolore et puis ça peut créer des accidents. Ce sont des affiches qui ne répondent pas aux normes et puis non seulement ça, ils ne répondent pas aussi au règlement d'affiches au niveau de la commune. Même si elles ne répondent pas aux normes, ces affiches inondent les feux tricolores et autres panneaux. Dans les normes, il faut passer, donc déposer l'affiche au niveau de la DSTM, qu'ils vont utiliser, ils vont lire, voir si ça répond aux normes pour être affiché. Et bon, il y a des règles à suivre. Donc vraiment, mais là, les gens ne le font pas n'importe comment, chacun sort et met ses affiches. Face à cet incivisme, Moussa Traoré lance un appel à se conformer aux règles de la commune. Demandez aux gens de respecter les règles de l'art, n'ont qu'à passer au niveau de la commune. Lorsqu'ils veulent faire des affiches au niveau de la commune, qu'ils passent au niveau de la commune pour demander quelles sont les règles à suivre. Puis là, on va leur donner des renseignements. C'est ainsi qu'on pourra préserver les populations de toute insécurité et véritablement contribuer au développement de la commune, ajoute-t-il. L'heure de l'évaluation pour le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Depuis le 12 janvier, les réalisations et les performances de ce projet sont passées à la loupe par une délégation de la Banque mondiale. Les résultats sont-ils à la hauteur des attentes du bailleur? Réponse dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Sali Doussa.
Après 10 jours de travaux axés sur la sécurité alimentaire, la mission de supervision de la Banque sur les réalisations du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire vient de prendre fin sur une note de satisfaction. Nous avons vraiment mesuré le niveau d'engagement des bénéficiaires et également de tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre du projet. Et notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous pouvons dire sans nous tromper que le projet évolue. La réflexion qui a porté sur des thématiques liées à aux ressources animales et à l'environnement a abouti à des recommandations. Que ce soit au niveau des ressources animales, nous avons un système innovant que le projet accompagne dans le suivi de l'insémination artificielle. C'est un document, un logiciel très performant. Au niveau de l'environnement, vous savez que de plus en plus, il y a la recrudescence du bracon. Donc, nous avons aussi formulé un certain nombre de recommandations pour que, dans les mois à venir, des mesures soient prises pour contrer ce fléau-là. Et l'application de ces recommandations permettra au PAPSA de résoudre de façon durable la problématique de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Santé à présent, plus précisément on parle de la santé sexuelle et de la planification familiale. En la matière, beaucoup reste à faire. Burkina Faso, pour preuve, le nombre encore élevé des grossesses non désirées. La Caisse populaire s'implique dans le plaidoyer à Bobo Dioulasso. Sa cible, les leaders religieux et coutumiers. Martin Zerbo, Kadou Roumen, qui avec comme slogan 1 million de voix pour la planification familiale et la santé de la reproduction, ces leaders religieux et coutumiers sont conviés ici à s'interroger sur leur apport à la santé de la reproduction et à la planification familiale. Il était bon qu'on se retrouve sur la question de la planification et de la santé de la reproduction, examiner quelles sont nos valeurs morales, quelles sont nos valeurs coutumières, nos valeurs religieuses, à même de nous amener à gérer cette question de la santé de la reproduction, de la planification familiale. La présente rencontre va consister à prendre des engagements sur fond des valeurs religieuses et coutumières en vue de renforcer les actions visant à faire besoin et aspirations des jeunes en matière de santé de la reproduction et en planification familiale. Les résultats seront partagés à l'ensemble du pays pour que, ensemble, le Burkina puisse donc s'investir dans l'éducation des populations afin de plus de responsabilités. Et je pense que cette rencontre est vraiment très à point. Les études prévisionnelles en la matière sont significatives. En 2010, l'Institut national de la statistique et de la démographie estimait à 60 millions d'habitants la population burkinabé d'ici à 2050, soit 3 fois plus la population actuelle, avec une tendance moyenne d'âge de 16 ans. L'indice de fécondité étant de 6 enfants par femme. Il y a 5 ans de cela disparaissait le professeur Jean-Pierre Guingané et pour marquer cet anniversaire, un panel a été organisé aujourd'hui autour de ses œuvres et Dieu sait quels sont nombreux. Jean-Pierre Guingané, homme de lettres, homme de culture et parmi ses œuvres majeures, il y a cette pièce théâtrale intitulée Le Fou. Son succès est tel qu'il a fallu la réaider. Roger Kam et Kassanogo. 23 janvier 2011, 23 janvier 2016. 5 ans que le professeur Jean-Pierre Guingané a disparu. Pour rendre hommage à cet homme de théâtre qui a marqué son temps, un panel a été organisé autour de ses œuvres. Sur les 3 communications de ce panel, c'est sa pièce théâtrale Le Fou qui a le plus retenu l'attention du public. Cette œuvre qui a été éditée en 1986 a eu du succès, notamment des grands prix littéraires des arts et des lettres. Rééditée plus tard, c'est l'œuvre la plus connue et la plus jouée. À la lecture de cette œuvre, nous voyons simplement qu'il y a 3 faits qui sont dénoncés. Le premier fait, c'est la corruption qui existait dans la société à partir du moment où on éditait cette œuvre. Le deuxième, l'injustice sociale. Et enfin, le troisième fait, c'est que ces deux-là ont engendré une révolte populaire. C'est un moment pour nous de nous arrêter de se souvenir de Jean-Pierre Guingané et de ce qu'il nous a légué. Parce que c'est comme ça qu'ici nous vivons les choses. Nous avons hérité
d'un âge et que nous devons situer dans le temps et en tout cas partager avec le maximum de personnes. Aujourd'hui, particulièrement, on s'arrête sur l'œuvre Le Fou parce que c'est la toute première qu'il publie. Et aujourd'hui, c'est une œuvre qui est étudiée dans les établissements scolaires comme à l'université. En plus de l'exposition de ses œuvres, une soirée culturelle est prévue ce soir pour la commémoration de ce 5e anniversaire. 2 sujets sont traités dans les colonnes des hebdomadaires cette semaine. L'attaque djihadiste du 15 janvier à Ouagadougou et ses conséquences sur l'économie nationale, ainsi que le mandat d'arrêt émis contre Blaise Compaoré. La Zebdo, c'est avec Touboum Evelyne Dabiré. Suite à l'attaque terroriste du 15 janvier dernier, JG annonce la fin d'une fausse exception au Burkina. Eh mon Dieu, donc ça peut nous arriver aussi, s'écrit l'Obs du dimanche. JG compare à une vraie gifle en pleine figure à une demoiselle qui s'était parée pour ses noces. Et depuis cette soirée d'horreur, ce sont des signes de choc et de regards hagards qui s'interprètent sur les visages des Burkinabés qui peinent à prendre leur train de vie normal. La renaissance du Burkina est-elle alors compromise? Interroge le journal du jeudi. Oui, répond l'observateur du dimanche qui affirme que tous les événements culturels de regroupement par excellence sont touchés. Le chemin de croix va donc continuer pour le secteur de la culture, poursuit ce journal. Dans la même veine, JG affirme « Les attaques terroristes désintègrent non seulement la confiance des Burkinabés pour travailler à leur bien-être, mais elles compromettent les mannes financières des investisseurs étrangers. » L'Obs du dimanche, dans la recherche des raisons de cet attentat, soutient que le Burkina s'est engagé sur la voie d'une démocratie plus forte et d'une stabilité plus rassurante et son avancée fait des jaloux. Pour ce jour qui prend les paroles du Ditanier, sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur ronge le cœur de certains. Autre sujet analysé, le mandat d'arrêt international émis contre Blaise Compaoré. J qualifie ce mandat de poison de l'axe Ouaga-Yamoussoukro. Par rapport à l'octroi de la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré, JJ voit une manœuvre pour que la justice traîne les pas. Et ce journal s'interroge alors sur la force de cette nationalité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à problème. Toutes nos excuses pour les multiples difficultés. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.